Ici, on est dans nos nouveaux ateliers. Ça fait déjà 2 ans qu'on est là. On est dans une petite ville qui s'appelle Brioude, qui est à 80 km au sud de Clermont-Ferrand, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, côté Auvergne, dans le département de la Haute-Loire. C'est un lieu un peu particulier. Ce sont des anciens ateliers de maintenance de locomotives. Donc c'est une friche industrielle de la SNCF qu'on a récupérée, acquis, réhabilitée pour en faire nos ateliers. Voilà, c'est aussi un patrimoine ancien qui méritait d'être restauré. Notre activité, elle se décline à en gros 60% sur de l'architecture dite monumentale, donc ça peut carrément être des façades de bâtiments comme le musée de la Romanité à Nîmes, comme le Fonds régional d'art contemporain à Marseille ou d'autres encore, ou la Canopéléale à Paris bien sûr. Ça peut être aussi de l'architecture intérieure pour l'industrie du luxe, dans des magasins, et puis des demeures privées, des projets de prestige essentiellement. Et on fait à peu près 60% de l'activité hors de France et 40% en France. On a de fait, et par vocation, une activité qui est transversale, c'est-à-dire hybride. On essaye d'associer depuis un bon moment déjà, on associe des savoir-faire artisanaux issus de l'artisanat d'art et puis l'esprit de l'artisanat d'art, le niveau d'exigence et puis le fait de travailler manuellement, on associe ça avec des savoir-faire et des tours de main et des techniques industrielles de manière à produire des projets que ni l'industrie seule, ni l'artisanat seul serait capable de mettre en œuvre et d'assumer. En fait, l'idée, elle est simple, c'est de faire le pari que 1 + 1 = 3. Voilà. Et c'est ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire qu'on prend une idée côté artisanat, on la métisse avec une idée côté industrie, ou avec un produit, ou avec un process, ou avec une manière de faire, ou avec un discours même, et on obtient un résultat qui va être optimisé. Et un résultat de toute façon qu'on n'aurait pas obtenu parce qu'il n'existe pas ni d'un côté ni de l'autre. Et ça vient clairement de mes études agronomiques. Je me suis beaucoup intéressé quand je faisais mes études à la génétique. Et il y a dans la génétique quelque chose qui s'appelle l'effet d'hétérosis, qui est en fait la vigueur hybride. C'est simple et vieux comme le monde. Hein. Il s'agit de croiser des espèces différentes de manière à optimiser le résultat. J'ai assez rapidement imaginé que ce qui est vrai pour la biologie, aussi bien dans le règne animal que végétal, devait pouvoir l'être pour les idées, en fait. Et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si on hybride la culture de l'artisanat, le fait de travailler à la main, avec la culture de l'industrie, qui est une culture d'ingénieur. Celui-là, il est à 300. C'est ça? Oui. Eh ben, tu rajoutes 100, et on va en faire un autre à 500. Ouais, donc on aura ce qui fait 3 passes, en gros. Ça nécessite un certain nombre de savoir-faire, de qualifications particulières et de fait, on a des profils de gens qui travaillent avec nous qui sont un petit peu variés, oui. Moi, je revendique quand même assez clairement une filiation avec effectivement les verriers et les vitraillistes du XIIIe siècle, ou du Moyen-Âge en gros, qui étaient des gens qui travaillaient essentiellement le vitrail, mais qui étaient dans une logique en fait d'inventer une architecture nouvelle et de co-inventer une architecture nouvelle avec les autres corps de métier, avec les architectes de l'époque. C'est-à-dire qu'ils créaient, ils étaient innovants techniquement, ils étaient force de proposition tout le temps. Et par ailleurs, ils ont fait des œuvres d'art impérissables. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, le métier du vitrail, qui est un noble métier, magnifique, etc. J'ai commencé par là, c'est très formateur, etc. Pour autant, dans 99,9% des cas, c'est utilisé pour restaurer le patrimoine. Et si la technique
n'a pas changé. Les raisons pour lesquelles on met cette technique en œuvre sont diamétralement opposées. À l'origine, on créait, aujourd'hui, on restaure. Et c'est m'inscrire, moi, dans l'affiliation comme ça des verriers du Moyen-Âge, c'est lié à la volonté, justement, de participer à l'événement de l'architecture contemporaine de mon époque. Alors, les moyens ne sont pas les mêmes. Les techniques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le numérique, beaucoup avec le digital, la modélisation 3D, que sais-je. Pour autant, l'aspiration est la même à l'origine. Donc, quelque part, pour rester fidèle au mouvement premier, à l'élan premier, il a fallu réinventer un petit peu le métier. Le verre, ça reste un art du feu, donc évidemment on utilise des fours pour faire fondre le verre, pour le recuire, pour l'émailler, pour le thermoformer, pour faire tout un tas de choses. Là, en l'occurrence, on a mis juste ça, c'est un four qui commence à être d'une taille assez importante. On a juste mis un morceau de verre dedans qu'on a laqué et on s'en est juste servi comme une étuve. On a fait un tout petit programme de cuisson juste pour faire chauffer un peu le verre qu'il y a dedans pour sécher la peinture très rapidement. Mais il peut y avoir dans ce four des cuissons qui vont durer 2-3 jours, voire plus dans certains cas. Voilà, donc il s'agissait juste de faire sécher rapidement ce verre-là pour pouvoir remettre une nouvelle couche de peinture ce soir de manière à ce qu'il soit prêt sans problème demain matin. Hop. À l'échelle de l'histoire de l'humanité et à l'échelle de l'histoire de l'architecture, oui, c'est un matériau qui est relativement récent. Ça ne fait qu'une centaine d'années qu'on est capable de produire du verre en plaques dans des dimensions à peu près convenables pour vitrer des fenêtres. Et encore, il y a 100 ans, ce n'était pas des si grandes plaques que ça. Aujourd'hui, on est capable, moi j'ai vu un verre monobloc de plus de 3 mètres de large sur 18 mètres de long. C'est gigantesque. Voilà, donc après, dans l'absolu, de toute façon, le verre, c'est une invention qui est relativement récente. Ça a 3-4 000 ans. C'est pendant quasiment toute cette période, on s'en est servi pour faire des petits objets. Ça fait en gros 100 ans qu'on s'en sert vraiment pour l'architecture. On le faisait un petit peu auparavant avec le vitrail, mais le vitrail c'était quand même réservé à des édifices particulièrement prestigieux, etc. Mais dans la vie courante et pour l'architecture courante, vernaculaire, etc., c'est quand même une invention récente, oui. La poussière qui est plus jaune là. Tu vois? Sur l'échantillon, vous voulez dire? Ouais. Là, on est devant un prototype. C'est un verre qui a plein de défauts. On voit qu'il y a des traces, etc., qui ne sont pas nécessairement voulus. Mais on est parti pour ce verre-là d'un verre absolument plan, transparent, uniforme, qu'on a refait fondre au four à pratiquement 800 degrés. Qu'on a refait fondre sur un moule pour lui donner une texture comme ça, qui pourrait presque rappeler une texture de pierre. Et puis on l'a laqué de l'autre côté texture, avec une laque comme ça, brun, un peu cuivré, en dégradé, qui devient or couleur claire, un peu couleur champagne. Ça c'est pour une façade, donc c'est des prototypes. Donc il y a toujours une phase de prototypage de test, sachant qu'avant on a fait des recherches couleurs assez longues, on a dû faire 30, 40, 50 nuances de couleurs différentes pour trouver le bon compromis. Afin de réaliser tout ça, et après on va avoir des panneaux qui vont faire 4 mètres de haut, donc des grands panneaux. Et l'idée est toujours de faire quand même un morceau d'essai, enfin toute une succession d'essais, des morceaux de prototypes à l'échelle un peu conséquent, pour vraiment se rendre compte de ce qui fonctionne ou de ce qui fonctionne pas. Là par exemple on voit qu'on a un dégradé qui est beaucoup trop court entre la couleur brun cuivré et la couleur champagne. Il va falloir que ça soit beaucoup plus progressif. Donc on va recommencer de manière à bien calibrer les choses avant d'attaquer les panneaux définitifs. L'essentiel, en fait,
c'est l'implication du corps dans le travail. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout est virtuel, dématérialisé. Nous, on travaille manuellement. Dans tous les projets qu'on fait, quoi qu'il arrive, même si on peut aller ponctuellement chercher des collaborations avec l'industrie ou utiliser des produits industriels ou des savoir-faire industriels de temps en temps, il y a toujours dans nos productions une dimension artisanale où le travail manuel s'impose. Il y a une campagne de restauration sur la cathédrale de Nîmes, donc cathédrale médiévale, etc. Et s'est posé la question de refaire des portes monumentales, les portes du tambour plus exactement, parce qu'il y a des portes en bois à l'extérieur, puis il y a un double jeu de portes, et de faire les portes du tambour. L'architecte a pensé au verre, l'architecte Pascal Prunet, un architecte en chef des monuments historiques. Et donc il m'a questionné sur ce sujet-là. J'ai fait une proposition pour ce projet qui a été examiné par le ministère de la Culture, l'inspection des monuments historiques, etc., qui a été validé et qui consistait donc à faire des grandes portes monumentales, puisqu'elles font presque 5 mètres de haut, donc il y a 2 battants, et ces portes sont constituées d'un verre très épais, qui fait presque 40 mm, c'est-à-dire que chaque battant de porte de mémoire doit faire presque 1 tonne. Mais pour autant, on peut les ouvrir très facilement parce qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui de roulement à billes intégré dans le sol, etc., on fait en sorte que tout ça soit assez fluide et assez facile. Et là, on est typiquement justement sur une hybridation des genres. C'est-à-dire qu'on a emprunté à l'artisanat d'art des techniques de gravure sur verre. On a gravé le verre d'une multitude de points. Le thème de la porte choisi par l'Église, c'était un texte puisé dans la Bible, dans la partie de l'Apocalypse, donc la Jérusalem céleste, etc. Donc on a figuré cette thématique-là par un motif abstrait qui est constitué d'une multitude de points qui sont gravés recto verso dans le verre, un peu selon ce principe-là. Voilà. Donc il doit y avoir, tous ces points sont gravés, un par un. Donc ça c'est fait à la main, c'est pas fait par une machine. C'est des points qui sont irréguliers. Pour autant, les trames de points qu'on a recto verso ces trames de points ont été, elles, calculées par des algorithmes mathématiques, parce que normalement, quand on fait des trames de points recto verso, on a des phénomènes optiques de moirage qui apparaissent, qui sont gênants. Donc on a fait appel à la mathématique pour régler ces problèmes-là, et puis après on y a travaillé manuellement, et puis tout ça est traité par application de feuilles d'or de la manière la plus traditionnelle qui soit. Donc de la technologie pour des grands panneaux, pour des modèles mathématiques assez pointus pour calculer un motif qui semble assez simple, et puis après du travail manuel, et voilà, donc un cocktail encore une fois un peu particulier, et qui aboutit à la réalisation de portes en verre, monumentales pour la cathédrale. Cette fois-ci, c'était au Puy-en-Velay, donc dans mon département. On a travaillé pour le musée Crozatier, puisque ce musée a été fortement agrandi. Il y a eu une extension assez importante du musée il y a 6 ou 7 ans, peut-être un peu plus maintenant. Sur ce bâtiment de la fin du 19e siècle, le projet a consisté à créer une espèce de boîte en verre qui est en double pot, c'est-à-dire qui est en surimpression par rapport au bâtiment originel. Cette peau de verre, à l'origine, a été pensée par l'architecte comme une peau de pierre. C'est-à-dire qu'il me disait, son premier mot, l'architecte s'appelle Laurent Baudouin, et il me disait, l'idéal pour moi, ça serait comme une falaise, mais translucide. Donc on s'est intéressé à ce sujet-là. On a regardé un peu les falaises locales, les roches locales. On a essayé de faire des moules dont la texture, la surface, le relief puissent suggérer des parois de roches de la région. Puis on a fait fondre sur ces moules des plaques de verre.
Il y avait une volonté aussi d'avoir un verre légèrement coloré, légèrement bleuté. Et on est arrivé à des choses comme ça. On en a fait, je sais pas, un peu plus de 1000 mètres carrés. Et donc on a aujourd'hui effectivement une boîte en verre qui par ailleurs crée un signal urbain la nuit puisque ce verre est éclairé en bleu. Alors là, dans un bleu beaucoup plus intense. C'est la nouvelle identité de la ville, c'est la nouvelle identité du musée, c'est comme ça qu'il se présente au monde et du coup, ce musée a grandi, a vu sa fréquentation se développer assez sensiblement. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain, donc c'est un musée dédié à l'art contemporain et aux collections acquises par la région Côte d'Azur en partenariat avec l'État. Dans la mesure où c'est une région importante, il y a une collection qui est quand même très, très conséquente. À l'époque de Marseille, capitale européenne de la culture, il a été donc décidé de créer ce bâtiment, puisque le FRAC, le Fonds régional à l'époque à Marseille était abrité par un bâtiment qui ne convenait pas, donc construction d'un grand musée. Il y a eu un concours et c'est l'architecte japonais Kengo Kuma qui a gagné ce concours. Architecte que je connaissais déjà, mais du Japon. C'était son premier projet en France à l'époque. Mais travaillant au Japon avec des architectes japonais, je l'avais rencontré auparavant. Son projet consistait à créer une double peau de verre sur un bâtiment, donc en gros un bâtiment en béton avec des fenêtres pour abriter les œuvres d'art, et par-dessus une espèce de résille de panneaux de verre, comme une pixelisation de verre sur toute la façade. Alors, il y en a de mémoire 1300 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Ces panneaux sont tous blancs. Alors ils ont une double fonction. D'abord une fonction de signal urbain pour signaler à tous la présence du musée. C'est aussi quelque part une espèce d'œuvre d'art monumentale et sculpturale, mais aussi il y a la volonté de casser le rayonnement solaire qui est particulièrement agressif à Marseille pour préserver les œuvres d'art qui vont être à l'intérieur, puisqu'on sait que les rayonnements solaires peuvent être assez nocifs pour certaines œuvres d'art. Donc le parti a été pris d'utiliser du verre, d'émailler ce verre, mais la technologie actuelle fait que pour émailler du verre, on utilise des techniques, oui, des moyens complètement mécaniques. C'est-à-dire qu'on va sérigraphier le verre ou on va pulvériser le verre, mais avec des machines. Kengo Kuma, comme beaucoup d'architectes japonais, a un rapport à l'artisanat qui est très particulier. Ce bâtiment s'inscrivait dans Marseille, capitale européenne de la culture. Donc il y avait vraiment la volonté de faire de cette façade, qui est la peau du bâtiment. Et en architecture, la façade a une fonction particulière. Elle clôt le bâtiment, elle est constitutive de l'architecture, mais c'est aussi la peau du bâtiment. Donc c'est une interface de communication. C'est comme ça que le bâtiment va se présenter à la ville, au monde et aux gens qui vont le visiter. Donc ça se conçoit aussi, ça peut se penser comme ça aussi, comme presque un médium de communication. Donc on se retrouve avec du verre blanc à réaliser, mais il y avait la volonté de faire en sorte qu'on voit la main de l'homme pour quelque part faire écho aux œuvres d'art qui étaient dans le bâtiment, qui étaient toutes différentes, individuelles et créées par des personnes différentes. Donc la mécanisation de l'émaillage du verre n'était pas quelque chose qui faisait sens en fait sur ce bâtiment. Donc le parti qu'on a pris a été de traiter on s'est dit à un moment donné, voilà, il faut émailler le verre à la main. Ça paraissait quand même un petit peu invraisemblable à l'heure où la mécanisation fait rage et où en gros depuis 100 ans on nous dit qu'il faut remplacer les hommes par des machines. On a décidé de faire l'inverse, ce qui est un peu singulier. Nous-mêmes d'ailleurs on s'est posé la question de savoir si, et même économiquement, tout ça pouvait être rationnel. Et puis on a essayé, et en fait on s'est rendu compte que même d'un point de vue économique, ce n'était pas une aberration du tout, et que quelque part, des machines industrielles ça coûte cher, que les utiliser ça, voilà, c'est pas rien, ça a un coût, c'est des amortissements, c'est des charges financières pour les usines, etc. Et nous on supprimait tout ça, et en fait pour traiter le verre, on a
travailler avec l'émail pour faire tomber des gouttes d'émail sur ce verre. Donc on a créé une pluie d'émail sur le verre. On a dilué l'émail industriel pour qu'il devienne parfois plus fluide, parfois plus dense, et on a fait tomber à peu près 5 à 6 millions de gouttes d'émail sur le verre à la main, toutes une par une. Ça paraît comme ça un peu un travail invraisemblable, mais pour autant, on a utilisé dans ce projet uniquement de l'humain. Et en gros, on a remplacé de l'amortissement de machine par du salaire et du savoir-faire qui par ailleurs n'est pas délocalisable. Donc c'est un projet qui même, sur la forme, il est singulier, mais sur le fond, il nous apprend quand même des choses et il remet en cause un certain nombre de dogmes économiques. Non, on n'est pas nécessairement condamné à tout faire fabriquer à l'extérieur, à l'étranger. Et oui, on peut, dans une logique d'équilibre économique, faire encore travailler des gens en France et générer des nouveaux savoir-faire, ce qui a été le cas. Là, il s'agissait de créer une œuvre d'art dans le collège. Il y a cette fameuse loi de Malraux sur les 1% artistiques dans les bâtiments publics. Il y a eu un concours que j'ai eu la chance de gagner où on a proposé une micro-architecture qui est dans la cour en fait, du collège et qu'on avait appelé le pavillon des vents puisqu'on est à cet endroit-là précis, à l'endroit où il y a le plus de vent en France. Il y a un microclimat, il y a quelque chose avec le vent de très particulier. Il y a la tramontane, il y a le vent marin, il y a plusieurs types de vents qui sont là et on est à l'endroit où il y a le plus de vent en France. Voilà. Donc on a joué sur cette chose-là. On a travaillé sur les couleurs sang et or qui sont les couleurs du pays catalan. La problématique à laquelle on s'est confronté tout de suite, c'est que le vert rouge n'existe pas. Aujourd'hui, quand on veut faire, alors on peut avoir du vert rouge en dimension très réduite, c'est ce verre-là que pouvaient utiliser les verriers du Moyen-Âge quand ils voulaient faire des vitraux, mais c'est du verre qui fait 2-3 mm d'épaisseur, qui est dans des plaques qui vont faire 1 demi-mètre carré. Maintenant, trouver des grands verres structurels épais pour pouvoir construire avec du verre et faire en sorte que le verre soit rouge, ça n'existe pas. On serait, je pense, technologiquement tout à fait capable de le produire, mais l'industrie ne s'intéresse qu'aux productions de masse. Donc s'il n'y a pas assez potentiellement de débit sur une année, et là on parle de centaines de milliers de mètres carrés, personne ne va se mettre à faire du verre rouge ou du verre bleu ou du verre couleur tabac ou du verre ceci ou cela. Donc on en est réduit à appliquer des films colorés sur le verre, ce qui d'un point de vue plastique, esthétique et en termes de pérennité est absolument médiocre. Et là, de nouveau, on est reparti sur l'idée de métisser de nouveau les cultures techniques. Et je me suis rappelé, venant du vitrail, qu'il y avait une technique médiévale du vitrail qu'on appelle le rouge de cuivre, qui consiste à appliquer sur du verre du chlorure de cuivre en solution, de faire cuire ça à une certaine température un certain temps, et il y a une réaction physico-chimique qui se crée qui va teinter le verre en rouge, mais d'un rouge vraiment fort, écarlate, très présent. Cette technique avait toujours été utilisée sur des tout petits morceaux de verre. Et nous, on l'a adapté, on a travaillé, on a fait un développement, on a fait des essais, on a travaillé pendant des semaines pour réussir à faire en sorte que ça puisse se faire sur des grands panneaux structurels. Et c'est cette technique qu'on a utilisée là, à côté de Perpignan. Donc toujours pareil, l'idée là, ça a été d'utiliser de manière artisanale du verre industriel. Parfois, on utilise de manière industrielle du verre artisanal, là c'était l'inverse. J'ai un rapport particulier au Japon parce qu'on trouve là-bas justement un niveau d'exigence qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Et le niveau d'exigence, c'est ce qui caractérise l'artisanat d'art, c'est la recherche de l'excellence. Les Japonais ont même un mot pour ça, pour qualifier, voilà, un mot qui signifie la recherche d'absolu, la recherche d'excellence dans la fabrication de l'objet. On peut trouver ça obsessionnel parfois chez eux, mais c'est quand même assez remarquable. Donc c'est vrai que je vais au Japon depuis longtemps. J'y ai réalisé un certain nombre de projets, de collaborations avec
avec des architectes très célèbres. J'ai travaillé aussi avec des architectes japonais en France, mais cette fois-ci c'est effectivement au Japon, c'est pour une tour en plein centre du quartier le plus connu à Tokyo, qui s'appelle Aoyama, et c'est la tour d'habitation la plus élevée de Tokyo. Habituellement les tours sont plutôt réservées aux tertiaires, aux bureaux. Là c'est une tour d'habitation qui fait plus de 200 mètres. Et on m'a posé la question de l'aménagement du lobby d'entrée de la tour. Donc le rez-de-chaussée plus une partie du premier étage. Le promoteur immobilier cherchait à faire quelque chose de spectaculaire, mais qui par ailleurs fasse sens dans le cadre de son projet étant tourné vers la fluidité, le textile, les formes un petit peu ondulantes. Et c'est un sujet que moi-même j'ai pas mal exploré, en particulier avec un architecte japonais qui s'appelle Toyo Ito, très connu. Et sur ce projet, en fait, on a imaginé comme une espèce de voile de verre qui se décline sur les murs du lobby et du premier étage et qui ondule pour créer des surfaces organiques, enveloppantes. Et ce mur de verre qui au final fait pas loin de 800 mètres carrés est constitué de lames de verre comme celle-ci. Alors il y en a de plusieurs types, mais en gros elles font toute cette largeur-là. Il y a à peu près 7000 éléments, celui-ci étant le plus petit, qui font jusqu'à 3 mètres de haut. Et tous ces éléments sont positionnés perpendiculairement au mur, en fait. Voilà. Donc ça se déploie, ça ondule sur toute la surface du bâtiment, sur toute la surface des parois intérieures, sachant que c'est là encore, ces lames de verre ont été fabriquées, en l'occurrence là avec du verre japonais, mais ont été émaillées à la main, toutes ici. En France. Donc il y a eu un travail comme ça de transmission, pas de savoir-faire, mais de transmission un peu culturelle, sachant que pour les Japonais, qui sont d'une culture du papier en termes de fenêtres, le verre est vraiment quelque chose de récent et quelque chose de totalement utilitaire. Utiliser le verre comme support de création artistique ou plastique, c'est pas quelque chose qui leur est naturel. Et le fait de venir décorer du verre et de faire comme ça, des choses comme ça, c'était quelque chose d'un petit peu singulier pour eux. Voilà. Et après, il a fallu travailler avec l'ingénierie japonaise, avec les contraintes locales et en particulier les contraintes sismiques qui sont importantes au Japon pour finaliser ce projet. Ce qu'on a fait, donc là, il y a encore hybridation. Mais là, pour autant, c'est une hybridation pas uniquement artisanat, industrie, c'est une hybridation France-Japon, technique, technologique et culturelle.